Merci beaucoup à vous, Franck Aounou, pour la présentation de ce commentaire de ce matin qui va nous permettre quand même de faire la discussion autour donc de la rentrée 2024-2025 qui s'annonce. Vous l'aviez rappelé dans votre thèse, c'est le 16 septembre prochain que l'école rouvre ses portes au titre de cette année académique. Là, on va examiner ensemble lors de nos discussions ce qui peut, ma foi, permettre et à la fois empêcher une bonne rentrée scolaire et surtout une bonne année scolaire 2024-2025. On va commencer déjà par examiner, je dois dire, le contexte. On a quand même que le contexte politique a permis quand même le retour d'une certaine tranquillité avec le vote de certain nombre de lois qui empêchent désormais trop de mouvements de grève. L'école est tranquille, ça fait partie déjà des éléments qui permettent à ce qu'on s'assure au moins que la rentrée aura lieu et sans perturbation. Je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être 10 ans en arrière, à la veille de cette rentrée-là, c'est carrément un casse-tête pour les autorités au plus haut niveau parce qu'on se demande si, à moins de gestes, est-ce que les partenaires sociaux ne vont pas ressortir cette arme de grève-là, mais le droit de grève a été suffisamment encadré aujourd'hui, de sorte que on n'a plus à s'en faire pour ce détail-là. Ce qui est important également, je crois que les acteurs même ont souvent l'occasion de le dire, il n'y a plus de grève, il n'y a plus de mouvement au niveau des écoles, ce qui fait que l'encadrement, le quota de cours, les activités pédagogiques prévues au cours de l'année, eh bien ces activités-là sont déroulées dans une ambiance plus détendue que par le passé. C'est un point important qu'il faut relever. Mais en même temps, lorsque vous en arrivez à encadrer de cette manière-là le droit de grève, c'est qu'il faut prendre les dispositions pour que les acteurs également se sentent à l'aise. Parce que lorsque la loi a été votée, on dit que la loi s'impose à tout le monde, sans exception. On n'a pas eu d'autres mouvements, d'autres mesures. Chacun maintenant s'en tient à cela. Ça réjouit les parents, ça réjouit les autorités, ça réjouit également les partenaires sociaux qui parfois déclenchaient des grèves à leur corps défendant. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un responsable syndical appelle à débrayer, à laisser les enfants en classe, à les laisser à leur sort. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine avancée dans ce domaine. C'est un point important. On a évoqué, par exemple, la question des primes et ainsi de suite. Lorsque vous en arrivez à encadrer un droit qui a été reconnu aux partenaires sociaux, aux syndicalistes, aux travailleurs et qui a été exercé pendant des années, pendant des décennies, vous voulez dire. Voilà, il faut maintenant mettre en place les conditions qu'il faut. Il ne faut même pas attendre que les gens réclament ces primes-là. Ça doit être fait de façon à ce que les gens constatent tout simplement les efforts qui sont fournis du côté des autorités. Sinon, ça va être difficile. Vous n'aurez pas le moyen de revendiquer, de crier à haute voix et vous n'aurez pas les moyens également de vous satisfaire parce qu'un enseignant qui dispense des cours très bien, qui encadre des enfants qui sont destinés à relever demain des défis en termes de développement, c'est cet enseignant-là qui sait que lui-même, son enfant, a des cahiers, a des livres et également est dans de bonnes conditions à manger à sa faim et qui va dans les écoles. Parce que ce qu'on appelle les enseignants, c'est des gens qui vivent comme nous, qui vivent les mêmes réalités, qui vont dans les mêmes marchés que nous et qui subissent la cherté de la vie. Donc, il n'y a pas de raison qu'en encadrant le droit de grève de cette sorte-là, qu'on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Allez, on va commencer déjà par examiner, au-delà peut-être de ce contexte dont j'ai parlé, les éléments qui entrent en ligne de compte pour une bonne année scolaire. On va commencer déjà par le personnel. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a en face un personnel de l'école qui véritablement permet en tout cas de s'assurer que l'année sera en tout cas tranquille et de bonne qualité? Je parlais d'enseignants et de personnel administratif aussi. Oui, je pense que ces dernières années, on a beaucoup évolué au Bénin dans ce domaine-là. On est même allé jusqu'à aujourd'hui subdiviser l'ensemble du territoire en zones pédagogiques, ce qui permet d'avoir
disons, une vue claire de ce qui se fait, l'encadrement, le contrôle du corps enseignant qui est renforcé. Cela dit, je ne sais pas si au cours pour les régimes qui se sont succédés, on a réglé entièrement la question de la disponibilité du personnel enseignant. Parce que ça, le secteur de l'éducation absorbe un gros effectif de personnel, de sorte que chaque année, le besoin se fait sentir. Le besoin se fait sentir et les efforts qui sont faits par les autorités pour essayer de combler le vide, ces efforts-là ne sont pas à la hauteur de la demande sur le terrain, ne sont pas à la hauteur de ce qui doit être sur le terrain. Il faut féliciter, mais tant que chaque classe, chaque groupe pédagogique, chaque entité du secteur de l'éducation qui encadre les enfants, tant que ces entités-là ne seront pas pourvues en personnel, on va toujours s'en préoccuper. Et c'est de là que je pense que la question des AME doit être reposée autrement pour faire de ce personnel. Parce que lorsque vous allez dans la base de données, selon ce que les autorités ont dit, il y a suffisamment de personnel. C'est-à-dire des gens qu'on peut former et mettre à la disposition du secteur de l'éducation. Je pense que si la politique est bien menée et si nous assurons la formation, parce que le tout ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui vient de sortir d'une université, qui enseigne le français, qui a fait la vacation par le passé, qui est dans la base de données, aller le piocher pour dire, nous avons du personnel maintenant pour encadrer les enfants. Il y a de l'expérience quand même. Oui, de l'expérience, mais il faut également la pédagogie. L'expérience, la pédagogie, vous ne me démentirez pas. Vous êtes enseignant par endroit, par ailleurs. Et donc, s'il n'y a pas tous ces rudiments-là à la disposition de cet enseignant, il y a problème. Ça veut dire que l'enfant qui est peut-être trop capricieux en classe et celui qui suit mieux les cours, on ne pourra pas les juger de la même façon. Il va falloir prendre au cas par cas. Et ça prend. Ce sont les aînés, ce sont ceux qui ont déjà exercé le métier, qui sont formés qui vont vous donner ces aptitudes. Donc je pense que si on mise sur la formation, si on mise sur la qualité de la formation qu'on doit dispenser à ceux-là avant de les amener, de les envoyer. Récemment, j'ai appris qu'on a lancé encore le recrutement d'un certain nombre d'AME, mais la question de leur reversement, je pense qu'il faut accélérer cette question-là pour permettre à ces aspirants-là de pouvoir être aptes à aller dans les salles de classe et mieux encadrer les enfants qu'on a mis à leur disposition. Si on le fait ainsi, je pense que maintenant, et d'ici à 10 ans, 20 ans, nous aurions réglé certainement une bonne partie de ces problèmes-là en termes de disponibilité de personnel enseignant. Il y a un personnel dont on ne parle que rarement, le personnel administratif. Pourtant, c'est important pour le fonctionnement, je dois dire, des établissements scolaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont dans de bonnes dispositions? On en a vu qui ont été, ma foi, accusés de vol de bol de riz en Conseil des ministres. On en a vu qui ont été déchargés parce qu'ils ont eu zéro taux de réussite à un examen. On a quand même vu un contexte où le personnel administratif qui dirige les établissements ont été en difficulté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, véritablement, qu'on a en face quand même des gens qui sont prêts déjà à relancer la machine? Oui, je pense que lorsque vous faites un peu le tour, ce n'est pas facile pour ce personnel administratif. Vous voyez des surveillants qui ont un effectif pléthorique à gérer. Du côté de la discipline déjà, ça pose un problème. Un surveillant, un adjoint peut-être, et les professeurs principaux. Mais lorsque vous voyez les caprices que développent aujourd'hui les enfants, vous vous demandez, mais est-ce qu'un seul surveillant, ou 2, 3, 4, est-ce que ça peut faire l'affaire? Parfois, ils sont obligés, pour faire peur à certains élèves qui viennent d'arriver, c'est-à-dire les apprenants de la 6e, de garder encore la chicotte pour leur dire, mais vous avez quitté là-bas, certes, mais ici aussi, ça peut se faire. C'est juste pour leur montrer qu'ils ne sont pas encore totalement libres, adultes, comme on leur a fait savoir après l'obtention du CEPE. Donc, c'est pour dire qu'eux-mêmes, ils bavent sérieusement pour jouer le rôle qui est le leur. Mais dans l'ensemble, je pense que
de plus en plus, nous avons l'administration au niveau des écoles, des établissements en général, qui est mise en place et qui permet de gérer au mieux nos établissements. Et il faut poursuivre cela pour que nous ayons surtout à temps, par exemple, les nominations, parce qu'il y en a qui sont parfois mutés dans des zones et qui vous disent, mais qu'est-ce que j'irai foutre dans ces zones-là? Vous voyez? Et lorsque vous en arrivez à décharger des gens, et pour par exemple insuffisance de résultats, au début, moi, j'étais un peu remonté lorsque j'entends qu'on décharge un chef d'établissement. Je me dis, mais il n'a fait que ce qu'il peut. Mais avec un peu de recul, je me dis, qu'est-ce que l'État peut faire si tu as nommé pour atteindre des résultats et tu n'apportes pas les résultats? Est-ce que c'est pas injuste de réclamer des résultats à quelqu'un à qui on n'a pas donné les moyens, justement, à quelqu'un à qui on a imposé des conditions compliquées, difficiles, pratiquement même insupportables? Oui, ça peut se comprendre. Lorsque vous allez dans des zones comme Carimama ou des zones dans lesquelles l'activité agricole est développée, où vous allez pratiquement faire la courbette aux parents pour vous amener chaque matin 2-3 écoliers sur un effectif de 32, et à la fin, on vous dit, ben, vous n'avez pas atteint les résultats, on vous gomme. Ça fait très mal. Parce que vous allez dans certaines zones, le parent vient vous dire, écoute, si je dois lui payer la scolarité, il doit aller au champ, il doit aller défricher. Dès qu'on voit la première goutte de pluie, c'est que le lendemain, on arrache l'enfant à l'éducation, à l'enseignement. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il faut également revoir les sanctions. Mais bon, si c'est des sanctions qui sont prévues par les autorités et qui doivent s'appliquer lorsque vous tombez dans de tels dérapages, dans des fautes du genre, les autorités parfois sont obligées de les appliquer. Ou on vous rétrograde, on vous met à joindre quelque part alors que vous avez le grade d'être chef d'établissement, comme on le dit, tarif plein, et on vous rétrograde, on vous met quelque part comme adjoint, assistant, tout ce que vous voulez. Ça fait un peu mal, mais ça permet de corriger. Par contre, il y a certains chefs d'établissement qui ne jouent pas leur rôle. Ils ne sont pas tout le temps à l'école, ils ne suivent pas ce que les maîtres, les enseignants qui sont placés sous leur autorité dispensent comme cours à leurs apprenants. Et donc, il y a de la légèreté, de la facilité qui est associée à l'exécution des tâches qui leur sont dévolues. Et là, lorsque les sanctions sont prises, vous comprenez que les autorités ont bien fait. Ou carrément, c'est l'alcool qui s'empare de leur... et qui devient leur guide. Et dans ces conditions, on n'a pas le choix que de les enlever pour les faire remplacer. William Cléka, bonjour. Bonjour. On parle toujours de l'école béninoise et on est en train d'examiner un peu le contexte dans lequel nous sommes et s'il présage d'une bonne année scolaire 2024-2025. On a commencé par examiner les conditions du personnel. On a parlé un peu des enseignants. On en était sur le cas du personnel administratif. Votre analyse? Il y a une évidence, c'est que quelles que soient les conditions, les acteurs de l'école retourneront à l'école. Vous savez, nous avons, la semaine écoulée, discuté de la question de l'hôpital et je caricaturais en disant qu'il y a 3 types d'hôpitaux où l'état de l'hôpital est vu à 3 degrés différents. Il y a 3 différentes perceptions sur l'état de l'hôpital. Je dirais la même chose pour le secteur de l'éducation. Il y a l'éducation des DC, ministres et hauts cadres, conseillers techniques qui sont à la tour administrative là-bas. Il y a l'école des enseignants. Il y a l'école du parent et de l'apprenant. L'école des cadres va reprendre parce qu'ils vous diront qu'ils n'ont pas eu de vacances. Qu'en même temps qu'ils ont proclamé les résultats de fin d'année, ils se sont mis à préparer l'année. Le CNE vous le dira avec son atelier préparatoire de la rentrée scolaire. Comment on appelle? Les mutations ont cru qu'elles ne sont pas encore là, juste là. On vous dira qu'on s'échine pour sortir les noms, pour envoyer chaque enseignant à son poste. De ce point de vue, on est prêt pour aller à l'école, dira-t-on. Du côté des enseignants, il y a
l'éternelle question de nous n'avons pas grand moyen, nous réclamons les conditions depuis toujours, rien n'a changé, AME, ACDPE et fonctionnaires d'État. Chacun a son degré, à son niveau de plainte, à la récrimination qui lui correspond à sa catégorie, à cette dent-là contre l'État. Mais eux aussi, ils s'apprêtent pour retourner à l'école. Ils ne sont pas encore mutés peut-être, mais ils sont sûrs qu'ils iront en classe en mi-septembre prochain. Il y a l'école des parents, il y a l'école des apprenants eux-mêmes. Pour moi, cette école espère aussi une rentrée parce qu'on se dit il y a une certaine régularité. Depuis un bon bout de temps, ce n'est plus le premier casse-tête, la date de la rentrée, le déroulement de la pré-rentrée, l'effectivité. Maintenant, cette école, l'école des parents, n'est pas la même sur toute l'étendue du territoire. Vous savez que malgré tout ce qu'on nous vend comme chiffre là, en 2023 jusqu'en janvier, en 2023-2024 jusqu'en janvier, il y a des classes qui n'avaient pas d'enseignants dans certaines matières. Il y a des enseignants qui cumulaient des groupes pédagogiques, même en décembre, si mes chiffres sont bons, même en décembre, c'est-à-dire 2-3 mois après la rentrée scolaire. Donc, des salles de classe, des salles d'examen, je veux dire. Oui, parfois des classes d'examen. Il y a une région du Bénin dans laquelle on a eu le premier enseignant de mathématiques pour les candidats en troisième, des candidats au BPC en février. Vous voulez parler de la Takora? Oui, de la Takora. C'est pour vous dire, en fait, que cette école, l'école des parents, l'école des apprenants, cette école n'est pas la même pour tous. Cette égalité, ces fossés ne sont pas... leur remblai n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour après-demain non plus. Quoi qu'on dise, test des AME en prévision, il y en a encore dans la base de données non déployées. Il y en a suffisamment déployés. Sinon, j'ai entendu le DC nous dire ici, sur ce plateau, ou sur un autre de nos plateaux, que chaque classe, l'an dernier, avait un enseignant. Je crois que quand on est descendu de cette émission, j'en ai entendu de toutes les oreilles. Pour vous dire, en fait, que c'est à ce triple visage, à cette multiple face, à cette multiple facette, si vous voulez, que l'école se décide. Mais quoi qu'on dise, les gens retourneront en salle de classe, la sirène va sonner, les tables de multiplication reprendront et les cours de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire reprendront. Sciences physiques et tout ce que vous voulez. Parlons de l'infrastructure. Est-ce que la physionomie de l'école a changé en la matière ou est-ce que sa physionomie actuelle nous permet de savoir si l'école sera belle pour l'année prochaine? Bon, moi, je sais que qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole, mais je sais, quand je visite encore ma ville, Parakou, je vais dans certaines écoles, je vois toujours les mêmes bâtisses en place qui présentent les oui, mêmes... mais on ne va pas les changer chaque année non plus. Hein. Oui, d'accord, mais bon, quand vous avez fait tout votre cursus primaire dans cette école-là, vous avez fait le secondaire dans la même ville et vous passez, c'est les mêmes toits que vous voyez, les mêmes toits sur lesquels on a eu... on ne savait peut-être pas, on jetait des cailloux, on jouait le ballon pendant les temps de vacances et qui perforaient ces toits-là et vous repassez, vous voyez les mêmes choses. Ça vous préoccupe. Oui, ça vous préoccupe. On ne le savait peut-être pas. Mais pour nous, l'espace était réservé pour les enfants. Une fois les classes terminées, c'est que l'espace, la cour des écoles, et nous en disposions comme nous voulions pour nos jeux. Et donc, quand je vois ça et je repasse, je les vois encore dans cet état, ça me pose un problème. Cela voudra dire qu'il y a des efforts encore à faire. Lorsque vous parlez d'infrastructures, certainement des efforts ont été faits. Les structures privées, les organismes privés interviennent par moment pour aider l'État dans la construction de certaines salles de classe, mais il y en a encore. Vous allez dans certaines classes, vous voyez les enfants qui sont assis côte à côte comme des sardines dans une boîte et ça ne fait pas plaisir. Mais en même temps, il y a des efforts. Lorsque, à la fin d'un conseil des ministres, vous entendez qu'il faut construire des salles de classe dans telle localité, il faut faire ci dans telle autre localité, eh bien, lorsque le moment est venu, moi j'ai animé une émission avec le ministre des enseignements maternels et primaires, qui est le chef de file des ministres de l'Éducation. Il a présenté des chiffres
qui donne de l'espoir. Si on doit poursuivre les efforts dans cet élan-là, je pense que on va pouvoir régler ces problèmes de commodité, d'encadrement, des salles qui accueillent les enfants. Mais pendant qu'on y est, évaluer également ce qui se fait dans le privé. Vous allez dans certaines écoles privées et je me demande est-ce que le travail est bien fait lorsqu'on autorise ces écoles, ces établissements privés à ouvrir leurs portes. Vous allez dans certaines écoles privées, franchement, ça laisse à désirer. Vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants sont encadrés. D'abord, c'est dans une agglomération où la maman qui fait de l'IAM pilé à 13 heures, qui doit avoir quelques revenus pour sa famille, commence par piler l'IAM à partir de 11 heures. Ça veut dire que toute l'attention de l'enfant est dirigée vers le mortier qui résonne à côté, ou c'est peut-être le menuisier qui doit taper dans les bois quelque part et enfoncer le clou, qui commence par travailler lorsqu'il a quelques commandes pour avoir un peu d'argent. Donc, c'est le bruit qui entoure. Un environnement assez compliqué. Voilà, compliqué, qui ne favorise pas l'encadrement des enfants. Et pourtant, ces établissements-là sont ouverts, autorisés. Vous avez vu à la fin de l'année ici, pour des examens, on a recalé des candidats dans un centre de composition parce que ils n'ont pas été présentés comme cela se doit. Tout a été biaisé et ils se sont retrouvés dans des conditions ingérables. Mais la pagaille à ce niveau, il faudrait qu'on mette un accent. On n'est pas obligé d'autoriser tout le monde. On n'est pas obligé de... Mais dès lors que l'État a fixé les conditions pour exister, que la personne peut-être a rempli les conditions peuvent se dégrader à la longue. Parce que vous voyez, avec l'évolution de la démographie, les populations qui continuent de s'installer, alors vous allez implanter votre école quelque part où il n'y a pas de grand monde, et puis parce qu'il y a une école à cet endroit précisément, ceux qui ont des maisons alentour des parcelles alentour commencent à construire, on commence par faire des locations, du coup, votre école se retrouve en pleine, je dois dire, agglomération, comme vous le dites, au milieu donc des concessions et autres, parfois même en plein cœur d'un marché improvisé. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne va pas chasser les populations pour ça. Je crois qu'il y a une norme en la matière. L'école, qu'elle soit publique ou privée, ne doit pas être proche des débits de boissons, des lieux de culte, d'un certain pôle commerciaux, ainsi de suite. Je ne sais pas si on prétend, on s'imagine même, ou on s'amène à l'idée, la possibilité d'un début d'application d'une disposition comme celle-là. Je n'en sais rien, mais je sais tout juste. Alors, quand une école est implantée et qu'après, par la suite, une église vient s'implanter derrière l'école, alors qui s'en va? Qui était là en premier? Oui, mais l'école, donc elle s'en va. Elle s'en va pas. Ah, d'accord. C'est le dernier arrivé qui doit... Vous savez... Si vous êtes une autorité, vous prenez cette décision, le pasteur vous dira que le Christ... Pourquoi c'est un lieu de culte que vous avez vu? Oui, mais ça peut être un début de boisson. Oui, absolument, un début de boisson, etc. Et Franck parlait de la dame au mortier. Oui. Et pensez au pilon et au mortier. Donc, oui, je crois que le sauvetage des âmes est un peu plus important que les coups de pilon dans un mortier. J'en sais rien. Ah, d'accord. Quelqu'un a dit sur ce plateau qu'on prie en silence. Et Dieu écoute même les prières qui sont faites en silence. William ne me démentira pas. Que les prières... Du nouveau, oui, les prières... Ce n'est pas l'objet. Très animées, très inspirées. Ce n'est pas l'objet du débat. Le débat est que... Est-ce qu'il y a des infrastructures à l'école? Donc j'ai juste prêté l'autre côté de vous pour m'aider à l'école, il n'y a pas d'infrastructure. Oui. C'est une évidence. Vous savez, la CISU, comment on l'appelle, l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, elle est née avec la corruption et des histoires avec l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, je ne sais pas, je ne connais aucune de leurs actions. Je ne sais pas. On dit que... Je crois le mois écoulé, ils disaient qu'ils vont construire 4 lycées après la promesse de Patrice Talon de 30 lycées pour 2023 qu'on n'a jamais vu. Ça aussi, on vient nous l'annoncer. L'infrastructure à l'école, vraiment, je pense que c'est une des failles de l'école. On a restructuré beaucoup de choses
à tort ou à raison, avec impact ou non. Mais de ce point de vue, je sens très peu ce qui est fait. On me dira qu'il y a de la réhabilitation par endroit. Les écoles qui sont par endroit. Par endroit. Voilà. On me le dira, j'en conviens. Mais à l'échelle de la demande, du cadre dans lequel on laisse les enseignants. Vous savez, l'école, c'est à Soava. Hein? L'école, c'est à Zobodoba. C'est à Ménoté-là aussi. Hein? L'école, c'est à Ménoté. L'école, c'est... Quand il pleut à Ménoté Sud, ou oui, c'est pas trop... L'école, c'est quoi? L'école, c'est à votre trou. L'école, c'est... Donc, l'école, ce n'est pas CG Océan ou comment on appelle l'école de Vive. L'école, ce n'est pas que ça. L'école, ce n'est pas au quartier Les Cocosiers. L'école, c'est le Bénin. Le Bénin profond, comme quelqu'un l'appelle. C'est aussi là-bas. L'école, c'est aussi... Oui, c'est aussi là-bas, mais pas d'abord là-bas. L'école, c'est à 700, à 600 km de Cotonou. Sur la question des infrastructures, je ne sais pas si on a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on n'a presque rien fait. Et l'école est, de ce point de vue, laissée au dépourvu. On va parler des parents pour clôturer. C'est vrai qu'on leur a toujours dit qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la bonne marche de l'école et surtout de la réussite scolaire de leurs enfants au titre de l'année 2024-2025. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que les parents se préoccupent suffisamment aujourd'hui de leur progéniture, Franck? Certains d'entre eux se préoccupent de leur progéniture. Vous voyez, il y a deux catégories de parents en ce moment. Il y a des parents qui s'en foutent éperdument. Ah oui? Oui, on ne sait pas s'il y a rentré ou pas. Ça ne leur dit... Bon, peut-être qu'ils n'ont pas suivi les infos. Non, quelle info? Oui, l'info de la rentrée. Non, il y en a qui savent que le premier jour de la rentrée, qu'il pleut ou qu'il neige, l'enfant va se rendre quelque part où on dit on va écrire. Il va le soulager de ses cris perturbateurs. C'est ce que l'enseignant m'a dit. Il dit c'est le jour de la rentrée, c'est-à-dire on laisse la pré-rentrée, le jour même de la rentrée, qu'il va acheter un cahier chez la bonne dame du quartier avec un stylo. On lui met ça, même pas dans un sac, il accroche ça, ça sous les selles. Sous les selles, et il va. Le papa sait que lui, l'enfant quitte la maison, et il va. Puisque lui-même. Il est inscrit, il va à l'école. Voilà, non, il est inscrit, il ne va même pas là-bas pour savoir dans quelle salle de classe, c'est peut-être la maman qui s'en préoccupe. Et puis, il y a d'autres parents qui en ce moment ne dorment pas. Oui, ceux qui ont 2 enfants, 3 enfants, qui ont inscrit les enfants et qui savent que déjà le 16 prochain, la cadence va changer. Les vacances sont là, on n'a pas suffisamment d'argent. On regarde le creux des enfants qui listent et qui sont très exigeants, ma foi. Nous, on n'était pas aussi exigeants. On avait des sacs en... C'est les promoteurs d'établissements et les enseignants qui les rendent exigeants. Parce que c'est eux qui confectionnent une longue liste de fournitures scolaires avec l'accent sur les apprenantiels. L'enfant, la liste. Mais ils disent aux enfants, écoute, si tu n'achètes pas ça, tu ne vas pas pouvoir travailler. Si tu n'achètes pas ça, tu ne pourras pas réussir. Si tu n'achètes pas ceci et ça. Et chaque professeur vient avec une quantité énorme ou une longue liste de livres à acheter, de cahiers à acheter. Moi, ça, on laisse ça même au soin de papa et de maman. Ma fille m'a demandé pour la phase des révisions, rien que pour l'étape des révisions, pour la fin d'année, qu'on achète 6 cahiers de 200 pages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut réviser. Il y a même une aberration, vous dit, au début de l'année, vous pouvez payer la première tranche déjà pour ceux qui sont dans le privé vers octobre, novembre, mais on vous impose des fameux frais généraux. Ou déjà, la fête qu'on doit organiser en décembre, on vous prend déjà les 2 000 ou les 4 000 francs au début de l'année. Obligatoire. Hein? Oui, on les rend obligatoires. On dit les frais généraux. Je ne sais pas si c'est. Que ton enfant doit fêter. Doit fêter, on dit que. Il doit fêter. Même si toi, tu as des programmes spéciaux pour lui. Non, ce n'est même pas leur affaire. On dit les frais généraux et c'est composé de coups de tir, des histoires. Oui, des trucs un peu bizarres là. Je ne sais pas si les autorités en sont informées. Et ça, il faut dire la vérité aux promoteurs d'établissements privés. Parce que l'enfant n'a pas de stylo, l'enfant n'a pas de cahier, mais vous encaissez des frais qu'on qualifie de frais généraux. Ça, c'est une aberration. Et quand vous retrouvez dans ce cas, et l'enfant exige, l'enfant vous dit, en fin d'année, je veux participer
à la fête qu'organisent les autorités. Donc, va payer ces frais généraux là et il renfreint la mine chaque matin pour lui dire le bout de papier ne dépasse pas quelques centimètres, un peu comme ce stylo là, et on vous le dépose chaque soir à côté de votre bol de pâte que vous devez avaler le soir avant de vous endormir. Et vous lisons dit, chers parents, nous vous rappelons que vous devez payer les frais généraux. Et c'est là devant le bol de... L'enfant dort au petit matin. Papa, tu as lu ça? Et mieux aujourd'hui, vous voyez même les uniformes kaki. Nous, on nous amenait chez un couturier. On lui demandait de prendre les pointures, vous rentrez. À la fin, on vous amène le kaki qui est bien cousu, bien espacé. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui choisit son modèle. Et les parents cautionnent cela. C'est pour dire que les temps évoluent et de plus en plus, c'est compliqué. Les parents, quel que soit ce que vous faites, nous avons eu la chance, même si vous n'avez pas été à l'école, aujourd'hui, c'est une obligation pour vous de pousser votre enfant jusqu'au moins au BPC. Parce que les temps évoluent. L'éducation de base, c'est le bac maintenant. Non, bon, quand je dis BPC, il a déjà... il peut aller se taper 3 ans de menuiserie quelque part, voilà. Et bien parler français avec celui qui viserait apparemment les mesures. Apparemment, l'éducation de base n'est plus au BPC, donc assurez-vous. Moi, ce qui m'énerve surtout dans cette affaire de frais généraux, c'est surtout les 5 000 ou 10 000 francs de réinscription. J'avoue que je ne sais pas à quoi ça sert. Même si l'enfant a déjà fait... Oui, mais l'enfant peut avoir fait 20 ans dans l'établissement. Chaque année, il doit payer 10 000 ou 5 000 de réinscription. Pour les frais généraux. C'est quand même bizarre. C'est pour que vous ne reveniez pas, que l'enfant ne revienne pas à l'école sans rien payer. Vous savez, le promoteur privé... On lui a fait quelque chose dans les vacances pour qu'il vienne payer? Non, rien. Et les frais de scolarité. Attendez, ce sont des commerçants. Les promoteurs d'établissement, ils sont enseignants à la retraite, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils sont des enseignants. Ils deviennent, des commerçants. Et c'est dans cette optique. L'école ne peut pas être un commerce. Attention, c'est l'État qui a cautionné ça. Les plus grandes écoles du Bénin, qui en sont les promoteurs? Ce sont les plus grands universitaires du pays. Ne nous voilons pas la face. Ce sont les meilleurs connaisseurs de l'école, qui sont les plus grands mercantiles de l'école béninoise. Avec des scolarités, vous vous demandez si... Les écoles confessionnelles, vous voyez le tarif? Qui a cautionné ça? Ce n'est pas l'État? Ne faisons pas ce débat, n'en parlons même pas. Sinon, on risque de frustrer les gens. Les plus grands sachants de l'école sont ceux qui cautionnent les plus grandes Anglif Mafia à l'école. C'est sous les yeux, c'est urbit et orbit. C'est devant tout le monde. Donc, ne faisons pas ce débat. Sur la question des parents, ça me rappelle une anecdote de mon père qui demandait si, avec toute cette liste, je serais premier du Bénin. Mais en fait... Ils ont de ces réactions, effectivement. Oui, non, mais on disait, mais attends, un livre, ceci, tu vas faire quoi avec? Ça, tu vas faire quoi avec? C'est quoi? Tu veux être premier de l'Afrique ou bien tu veux nous ramener où? Tu veux devenir Senghor ou bien tu veux devenir Aimé Césaire? Et quand il te dit ça, c'est pour te saccager. C'est la réponse qu'il sert, en fait. Non, vous savez, je pense qu'il y a des parents de plus en plus surprotecteurs des enfants, ce qui n'arrange pas, notamment avec le décret sur le châtiment corporel. Moi, je crains. Je connais quelques petits CEG, Collège d'enseignement généraux d'Abomey-Calavi. Si vous voyez ce que la discipline est devenue à l'école, dans ça, il n'y a que les consciencieux qui puissent s'en sortir. On ne tape plus les enfants pour retard. Le surveillant général n'a que des heures à coller à un petit enfant de 9 ans qui est en 6e. Et c'est la seule sanction presque qu'il a sur cet enfant. Un gamin de 14 ans en 3e, dans une faute extrêmement lourde, personne ne peut rien lui faire. Incapable de réciter... Oui, mais ce n'est pas les pères de gifs, ce n'est pas les baffes. Je n'ai pas dit... Et William qui pourrait ramener la discipline dans la tête d'un enfant, d'un gamin de 9 ans. On n'est pas... je ne sais pas. On n'est pas à Strasbourg ou à Paris. Ici, on est à Cotonou. Ou on est au Bénin. Notre sociologie est... C'est les baffes. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je ne sais pas combien d'enfants vous connaissez dans notre société qui n'ont jamais fouetté et qui sont du point de vue compétences sociales, éducation, des meilleures moralités, qui sont des meilleurs
de leur génération. Si vous en connaissez, donnez-moi des exemples Oui, mais... et je relativiserai. Oui, mais on a battu des et je ne dis pas non plus que enfants dans ce pays, à les jeter même dans les vapes. Ils sont tombés en syncope. Pourtant, ils sont devenus les plus gros corrupteurs du Bénin. À des places de dirigeants, ils sont devenus... Ça leur a permis d'abord d'accueillir... Ils ont été d'abord les couilles. Oui, mais... Je finis. D'accord. Je n'ai pas dit que les fouets sont le passeport pour la réussite dans la vie ou l'éducation. Mais ceux dont vous parlez, les gros corrupteurs, c'est parce qu'ils ont été de bons élèves. Ils ont eu les meilleures bourses de ce pays, l'État leur a tout donné et ils en ont ajouté. Ils ajoutent leurs zéros après pour se prendre leur part. Et ça aussi, c'est de l'intelligence pernicieuse qu'ils ont développée grâce à l'école. Donc, entre-temps, je ne pense pas qu'on ait atteint ce modèle de société que nous sommes en train d'ériger à l'école. Quand j'ai fini de dire ça, je dis, le parent n'a plus beaucoup de temps à passer avec l'enfant. À l'école où il passe le clair du temps, il y a une grosse indiscipline. Bravo au privé qui essaie quand même d'être au juste milieu, de faire un effort pour créer un cadre d'éducation. L'école est un cadre de plus en plus d'instruction. Et quelle instruction encore? Je vous dis, les enseignants n'ont plus le droit de s'intéresser à la performance des apprenants. Les histoires de tous ceux qui ont moins de 12, là, c'est fini ça. On ne bat plus personne à l'école. Quand je dis on ne bat plus, je parle des enfants de 5e, 6e, qui ne comprennent rien à la vie. Cela a installé aussi un laxisme chez les enseignants, qui ne veulent plus rien faire du tout. Oui, mais c'est pas parce qu'on a dit ne frappe plus l'enfant que tu ne contrôles pas. Si là ou non à jour son cahier de cours, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on t'a interdit, par exemple, qu'on frappe un enfant, que bon, s'il travaille ou s'il ne travaille pas dans ta discipline, c'est pas ton problème. Tu te contentes juste de lui vendre ton fascicule que tu as fabriqué, etc. Non, mais Tanguy, combien d'amis enseignants n'avons pas nous qui se plaignent du fait que pour une, deux réprimandes, on remonte les bretelles à un, deux enfants, on a des convocations, parfois du chef d'établissement. Parfois du chef d'établissement. Et ça, c'est l'école béninoise. Dans ça, vous éduquez des enfants qui n'ont que les écrans, des enfants de 15 ans qui ne savent pas saluer les gens, ils sont capables de rentrer ici dans une administration comme Canal 3, ils ne saluent personne. L'école ne leur apprend plus. Les enseignants sont des observateurs. Et ça, c'est mauvais. Oui, moi, je dis que c'est mauvais. C'est le cas de l'école. C'est même une trahison. C'est même une trahison de sa propre conscience. Parce qu'il n'y a pas que le parent d'élève, le père, la mère, la tante, l'oncle, qui soient, je dois dire, les modèles et les exemples ou les éducateurs de l'enfant. Il y a aussi l'enseignant sur qui ou en qui quel enseignant? L'enfant doit se retrouver, l'enfant doit se représenter, doit se projeter. Et si l'enseignant lui-même se fout pas mal de ce que devient l'enfant va se foutre pas mal de ce qui se passe autour de lui. Oui, donc je pense qu'un enseignant doit d'abord être consciencieux. Oui, c'est une exigence professionnelle. Un modèle. Moi, je suis allé dans un établissement et un élève de la classe de seconde passait, il a dit sujet. Et lui a fait sérieusement? J'étais dans l'administration. On va mettre un thème. Oui, c'est l'école. Merci beaucoup. Parce que vous passez une très bonne journée. Sujet. Il a des sujets et il lui a fait comme ça. Vous avez suivi juste après moi le récapitulatif des événements passés la semaine écoulée ayant marqué l'actualité, capté par les caméras et micros de 43 Bénin. Et Desso Boukari revient dans son exercice. Et juste après, vous avez la revue de presse. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée.